Les vraies voix du rugby, bonsoir. C'est notre émission du lundi soir sur Sud Radio qui revient bien sûr sur le week-end avec Yohan Huget, Philippe Spanghero. Ce soir, Colissi, c'est déjà fini. Les explications du Racing 92 et de Laurent Travers, son président, en direct dans cette émission. Bayonne, un bon début et de belles ambitions. On en parlera avec Camille Lopez, l'ouvreur international de l'Aviron. Ce sera aux alentours de 20h30. Et puis on parle également du Castres Olympique, Jérémy Fernandez qui sera notre invité à partir de 20h45 avec vous bien sûr, les amateurs de rugby dans les vraies voix du rugby. Vous êtes les bienvenus au standard de Sud Radio 0826 300 300. Sud Radio, les vraies voix du rugby. Bonsoir à tous, bonsoir Yohan. Bonsoir. Bonsoir Philippe Spanghero et bonsoir Quentin Camanis. Bonsoir François, bonsoir Salut à tous. les amis. Alors on va débuter bien sûr, une fois n'est pas coutume, avec les infos de ce lundi, parce qu'il se passe toujours quelque chose sur la planète ovale. Et oui, 6 jours après son retour en France, Hugo Ouradou est de retour à l'entraînement avec la section paloise. Pour rappel, Hugo Ouradou est toujours sous le coup d'une enquête pour viol et violence en Réunion. Dans un autre registre, Pierre Mignoni et Ronan O'Gara ont donné des nouvelles rassurantes de Charles Olivon et Jonathan Danty, sortis après un protocole commotion ce dimanche lors de La Rochelle-Toulon avec le succès Rochelet 19-15. Pierre Mignoni annonce que c'est une petite commotion pour Charles Olivon, alors que Ronan O'Gara disait que Jonathan Danty était en pleine forme dans le vestiaire après le match, mais qu'aucun risque ne sera pris avec le centre de l'équipe de France. Encore une affaire de dopage dans le rugby sud-africain, testé positif à des stéroïdes anabolisants. Le champion du monde sud-africain 2019, Zbuan Gozi, a été suspendu 3 ans pour dopage par World Rugby. Et toujours dans le rugby sud-africain, mais dans un tout autre domaine, le Racing 92 a annoncé mettre fin à sa collaboration avec le double champion du monde, Siya Kolisi, François. Oui, c'était dans l'air depuis le début de l'été. Ça a été confirmé donc hier par le club et le joueur, donc qui vont se séparer. Est-ce que ça laisse un vide, on va dire, sportif déjà pour le Racing, Yohan? Bien sûr, ça laisse un grand vide parce que c'est au-delà d'être un grand joueur, c'est un grand monsieur dans le vestiaire. Il apporte son expérience, il apporte son vécu de double champion du monde et aussi l'image aussi qu'il peut apporter vis-à-vis du Racing. Ouais, un vide, on va bien sûr en parler dans un instant avec Laurent Travers, le président du Racing 92, Philippe Spanghero, vide sportif et en termes, on va dire, plus d'image et de business, ça représentait quelque chose quand même d'avoir le capitaine des doubles champions du monde dans le championnat français et au Racing. Oui, ça montrait l'attrait du Racing dans sa capacité à attirer ce genre de joueurs. Donc après, les explications sont claires, donc ça remet rien en question. On posera la question à Laurent tout à l'heure, parce que c'est vrai que ça s'accumule avec notamment l'annonce du départ de Nolan Le Garrec, donc de joueurs importants. Donc on verra comment c'est perçu du côté du Racing. Et puis après, d'un point de vue sportif, Jackie Lorenzetti l'avait dit à l'intersaison, il a peut-être pas fait la saison que le Racing attendait. C'était une saison compliquée, mais comme le disait Yohan, il y a un joueur de ce niveau, il a un impact sur le terrain, dans le vestiaire, partout. Et puis, en effet, le sujet, c'est le fait d'avoir su aussi tard que Siya ne reviendrait pas, parce qu'il faut remplacer un joueur de ce standing aussi. Et là aussi, il y a des questions à se poser sur le Racing par rapport à la politique de recrutement. On va en parler avec son président qu'on est ravi d'accueillir sur l'antenne de Sud Radio dans les vraies voix du rugby. C'est Laurent Travers. Bonsoir Laurent. Oui, bonsoir à tout le monde. Merci d'être avec nous en direct, Laurent, pour cette information. Elle était dans l'air depuis quelques semaines. Elle a été actée, définitif. Vous vivez ça comme un regret pour vous en tant que président, lorsqu'un joueur de la taille et de, on va dire, la notoriété de Siya Kolisi quitte le club? Non, je ne sais pas si on doit appeler ça un regret, non, c'est des choses qui arrivent, c'est le monde professionnel. Après, vous savez, il y a des décisions qui doivent être prises, que ça soit du côté du joueur et du côté, bien sûr, du club. Et donc, ça a été fait vraiment en bonne intelligence de toutes les parties, de façon à ce que, justement, tout le monde puisse y trouver son compte. Il avait été décidé, quand Siya a pris la décision de venir au Racing, c'était vraiment réfléchi de son côté, réfléchi du côté du Racing, par le fait que Siya, comme l'a très bien dit Yohan auparavant, 2 fois champion du monde, capitaine emblématique donc de cette équipe sud-africaine, doit amener, il avait été décidé que ça amène une valeur ajoutée en termes de sur le terrain, mais aussi en dehors du terrain, dans l'accompagnement de l'épanouissement des jeunes, comme on avait pu le faire avec Dan Carter, Chris Mazuro, et ainsi de suite. Je pourrais en citer plusieurs. Et donc, c'était vraiment la volonté de Siya, la volonté du Racing. Ensuite, c'est vrai que l'appel
il était décidé que Erasmus arrête aussi d'entraîner l'équipe d'Afrique du Sud. Donc c'était un renouvellement global de l'équipe sud-africaine. Donc SIA avait pris la décision d'arrêter la sélection, et je pense que le fait que Erasmus continue la sélection, prenne la décision de continuer, a appelé donc SIA, et l'appel sud-africain de son pays, de sa nation, de son équipe sud-africaine a été beaucoup plus forte, et il l'a convaincu qu'il pouvait encore peut-être espérer faire cette Coupe du Monde 2027 en Afrique du Sud. Et cet appel de la nation et de son pays a été beaucoup plus fort que ce qu'il pouvait penser. Et donc il est venu en discuter avec nous, il est venu nous en faire part. Et c'est vrai que quand on commence à discuter et prendre le point sur ce qui pouvait amener, il faut être présent. On parle de la langue, on parle des coutumes, on parle du niveau du top 14, on parle des absences qui pouvaient avoir lieu suite aux formations, aux absences par rapport aux sélections. Et donc ça allait mettre énormément de contraintes aussi pour le Racing 92. Donc il a été convenu communément de se séparer. Oui, est-ce qu'il lui restait 2 ans de contrat avec vous? On imagine qu'il était l'un des joueurs les mieux payés de l'effectif. Est-ce que du coup... Non, pas obligatoirement. Ouais. Et est-ce que vous avez trouvé une compensation? Ils vous ont, on va dire, dédommagé des 2 ans que vous C'est la partie de Philippe Spanghero, ça. Ah oui, mais je marche sur ses plates-bandes. Non, mais ce qui est sûr, c'est que la priorité, on parle d'abord d'un joueur de rugby, on parle d'abord de ce qui est important, c'est le terrain. Bien sûr qu'il y a aussi tout ce qui peut être à côté, comme vous l'avez très bien dit, mais la priorité lorsqu'on fait un recrutement, c'est de regarder la valeur ajoutée sportive. Et ensuite, on va regarder ce qui va être important pour le sportif, mais aussi l'extra-sportif et tout ce qui va être à côté. Et je peux vous dire une chose, c'est que s'il a été accordé d'une séparation, c'est que tout le monde y retrouve son compte. Donc à partir de là, tout le monde est content. Donc vous avez de quoi apprendre en remplaçant de bon niveau. Avec de quoi automatiquement ça libère, tout le monde le sait, ça c'est mathématique, c'est pas le fait qu'un joueur s'en aille, que ça soit Pierre, Paul ou Jacques, il y a automatiquement, puisque c'est un sport professionnel, qui dit sport professionnel dit salarié, qui dit salarié dit masse salariale, et qui dit masse salariale, automatiquement, ça libère, si on fait moins 1, et bien ça libère moins quelque chose pour la masse salariale. Donc ça fait plus. Ça c'est Toto, l'ancien banquier, qui parle. Philippe Spanghero, avec Laurent Travers, président du Racing 92. Ouais, Laurent, écoute, alors bon, c'est normal que tu veuilles pas trop rentrer dans les détails, mais est-ce qu'on peut quand même dire, parce que c'est important, je trouve, pour l'image du Racing, parce que c'est quand même un moment important pour montrer la façon dont le club traite ce genre de joueurs, que vous avez été plutôt bienveillant dans la négociation, c'est-à-dire que vous l'avez subi un peu au départ, ce choix de Sia Colissi, le fait que finalement il décide, après avoir rejoint le Racing, de revenir en sélection sud-africaine. Vous n'avez pas été gourmand dans la négociation, il y a eu aussi la volonté de votre part de faire les choses proprement pour rendre à ce joueur ce qui donne au rugby une image, quoi. Vous auriez pu quand même vous servir de ça pour faire une plus-value financière, et ça n'a pas été le cas. Non, et puis quel est l'intérêt? Ce qui est important, c'est que personne n'y perde, et que le Racing ne perde pas, bien sûr. On y perd bien sûr sportivement, parce que comme on l'a dit, c'était quelque chose sur lequel on avait prévu sur 3 ans. On sait très bien que un joueur, lorsqu'il vient, que ça soit même un joueur dans le monde du championnat du top 14 français, quand il change de club, il a toujours, et Johan est bien placé pour le savoir, on met toujours 3-6 mois, même en connaissant le top 14, en étant français, on met toujours 3-6 mois pour s'acclimater, pour prendre la mesure du club, vivre dans le club, ainsi de suite. Et lorsqu'on est étranger, la langue, la culture, etc., fait que c'est encore plus long. Donc on savait très bien, et c'est pour ça que la décision de 3 ans a été prise, et SIA y compris. Ça a été fait dans un but que justement on puisse travailler et qu'on puisse en tirer la quintessence au bout de 12 mois, 15 mois, 18 mois, de façon à ce que justement il puisse amener une valeur ajoutée encore plus importante sur l'avenir. Ça n'a pas été le cas. Et il était important aussi, quand on connaît l'importance aussi de SIA dans son pays, il était hors de question de faire quoi que ce soit et d'interdire une sélection ou d'interdire par rapport à un deal, ça c'est hors de question. Et donc voilà, ça a été fait, je le dis, mais vraiment ça a été fait en bonne intelligence pour tout le monde.
Johan, réaction quand même sur le peut-être aussi sur le plan sportif, parce que c'est vrai que ça s'ajoute aussi au futur départ ensuite de Nolan Le Garec. C'est en termes d'image, c'est pas facile pour le Racing sur ces joueurs-là de calibre top niveau. Ouais, c'est pas facile. Après, c'est des décisions qui peut-être appartiennent aussi et uniquement aux joueurs, une volonté du joueur. Le Racing doit s'adapter comme ils le font depuis des années. Mais je pense que Sia a été surpris aussi par la densité du championnat. Comme il le dit, il allait louper s'il reprenait la sélection de 3 mois. Ça handicape le Racing. Derrière, il revient et on est obligé de lui laisser des vacances. Donc tout ça fait que le Racing aussi s'y retrouve sportivement malgré tout. On parle que du sportif. Je suis mal placé pour le financier comme Philippe Spanghero, mais sur le plan sportif, je pense que le Racing est gagnant. Malgré tout, même s'il apporte une plus-value, on a vu qu'il y a eu pas mal de pépins physiques et ils vont pouvoir s'appuyer peut-être sur de la formation, sur quelqu'un qui vont pouvoir former et amener aussi à maturité. Aujourd'hui, le championnat est très dur, très dense et peut-être que Sia arrive peut-être aussi en bout de course. Laurent. Oui, mais c'est surtout qu'il l'a très bien dit, et Johan, il a bien dit que pour lui, il a été surpris par la densité et la dureté du top 14, et tout le monde le reconnaît. Tous les joueurs qui viennent de différents pays reconnaissent que ce top 14 est très relevé, qu'il n'y a pas de match sur lequel on peut relâcher, ce qui est contraire à ce qui peut se passer dans d'autres championnats, et tous les week-ends une équipe joue quelque chose, que ça soit une qualification, que ça soit le maintien, que ça soit avec une ferveur dans les tribunes, et c'est ce qui fait notre force, c'est ce qui fait la force du top 14, et que les gens ont envie d'y venir parce qu'il est très attrayant. Et il l'a très bien dit. Il a dit, oui, de façon à mener le top 14 plus la sélection avec les voyages, ainsi de suite, c'est quasiment impossible. Et donc, à partir de là, lui, en termes de performance, il n'aurait pas pu justement maintenir ce niveau de performance. Et nous, on savait très bien que ça allait être défaillant sur le côté sportif pour le Racing. Donc, et on ne peut pas comparer. Quand vous parlez de dossiers, les dossiers sont complètement différents. Le dossier de Sia est complètement différent. Après, le cas de joueurs qui s'en vont, qui arrivent, ça fait partie du monde sportif. Et après, vous le savez encore plus que moi, et vous le savez ou autant que moi, une équipe ne dépend pas d'un seul joueur ou d'un ou deux joueurs. Une équipe, ça veut bien dire ce que c'est. C'est vraiment tout un groupe et tout un fonctionnement. Et donc, à partir de là, vous inquiétez pas, et je vous rassure. Le Racing aura toujours une équipe compétitive et fera ce qu'il faut pour avoir une équipe compétitive. Mais du coup, est-ce que ça change votre politique de recrutement, Laurent, par rapport à des joueurs de cette acabit, de se dire que plus se focaliser sur la formation ou aller chercher des jeunes joueurs? Oui, mais des jeunes, on en a, et on en a beaucoup qui sont issus du centre de formation, et ça continue. Il est important aussi que des joueurs soient encadrés et puissent justement avoir des gens qui fassent ce qu'il faut pour qu'ils continuent à s'épanouir et à évoluer. Donc, ce qui a été le cas de Nolan, qui a été formé, comme vous l'avez très bien dit, formé au club et a réussi à franchir le cap grâce à des joueurs, aussi grâce à des entraîneurs qui ont fait ce qu'il fallait pour qu'il puisse continuer son développement. Et ça sera le cas pour d'autres jeunes qui sont issus du centre de formation, mais il est important qu'ils soient encadrés comme nous on a pu l'être, ainsi de suite. Et je pense qu'à un moment, un club, c'est un tout. C'est aussi, on en a d'autres. Vous savez, Tsebet, il est passé, il était dans les clubs, il est reparti, les clubs existent encore, et ainsi de suite. Je vous le dis, ce qui sera, et vous le savez très bien, l'entité sera toujours beaucoup plus forte que l'individu. Et heureusement. On n'en doute pas. Et Philippe, peut-être une dernière question sur le sujet avant de parler peut-être des ambitions de la saison et revenir plus prosaïquement sur le sportif. Non, une dernière question rapide au sujet justement. Alors les dossiers en effet sont très différents, mais au sujet de ces informations, en fin de saison dernière, il y a des informations qui sont sorties sur la façon dont Juan Imhoff a arrêté finalement sa carrière. Je sais pour en avoir parlé que ce qui s'est dit, ce qui a été écrit, dit n'était pas tout à fait la réalité. En fait, je pense que ce que voulait dire Johan aussi, c'est dans le pouvoir d'attraction du club auprès de grands joueurs quand il y a ce genre d'informations. Est-ce que vous regrettez peut-être des communications, des stratégies ou des positionnements de communication qui ont été malheureux ou pas du tout? Non, mais ça, on ne pourra pas l'empêcher. Vous savez, c'est pas parce que souvent il est communiqué. Je pense que c'est
Coluche qui disait c'est pas parce que tout le monde dit ça que automatiquement il y a aussi beaucoup de personnes qui peuvent le dire et que c'est pas pour ça qu'ils ont raison. On va considérer qu'ils peuvent avoir tort. Mais ce qu'il y a de sûr, c'est que nous, en ce qui nous concerne, on sait ce que l'on fait, on sait pourquoi on le fait, dans quel but on le fait. Et après, on n'empêchera pas les gens de dire ou d'écrire ce qui peut être... Voilà, ça fait partie... Le monde de la communication peut être complètement différente de ce qui se passe après en réalité dans le terrain. Il y a des choses que l'on peut dire ou qu'on ne peut pas dire. Vous savez, quand il y a il y a aussi des choses juridiques, il y a aussi des choses qui font que on nous a dit qu'on avait mal fait le départ de tel et tel joueur, de Bernard Leroux, ainsi de suite. Je peux vous dire qu'à un moment, il fallait savoir aussi, là, comme si c'est qu'il y a des choses qu'on peut dire et ne peut pas dire parce que il y a aussi des lois juridiques. Et donc, à partir de là, on ne peut pas communiquer sur tout. Voilà, on communique sur l'essentiel et c'est bien de le dire. Merci Laurent Travers, vous restez bien sûr avec nous Laurent parce qu'on va reparler un petit peu plus du week-end dernier et ensuite du futur match contre Clermont. Et on se retrouve dans un instant dans les vraies voix du rugby bien sûr sur Sud Radio avec vous. Vous nous appelez au 0826 300 300 tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Dans quelques minutes, on parlera de l'Aviron Bayonnais, on parlera également du Castres Olympique, mais on continue à parler du Racing avec Yoann Huget, Philippe Spanghero et puis notre invité Laurent Travers, président du Racing 92. Laurent, on a parlé du départ de Sia Colissi, de ses conséquences. Visiblement, vous avez l'air en tout cas assez serein. Retour sur cette première journée, entrée en matière qui allait bien jusqu'à la 79e et 35 secondes, et puis ensuite il y a eu un essai Castric qui vous a soufflé la victoire. Est-ce que ça vous a un petit peu irrité, Laurent Travers ? Irrité, surtout, je suis frustré et déçu pour l'ensemble des joueurs et du club. Pourquoi ? Parce que vous arrivez à faire ce qu'il faut, même malgré un retard de 12 ou 13 points, vous arrivez à revenir, à marquer, alors qu'on a eu pas mal d'occasions qu'on avait justement mis en échec parce que par la dernière passe ou le dernier en avant, qui fait que l'on arrive à la 79e à passer devant et à faire ce qu'il faut. Bravo aux Castrés qui, eux, n'ont surtout pas baissé la tête, qui ont cru jusqu'à la 81e et ils sont arrivés. Alors donc, oui, il y a de la frustration parce que je pense que on avait réalisé ce qu'il fallait pendant 70 minutes pour gagner. Mais un match, vous l'avez vu, c'est 80 ou 81 minutes. Ouais, et sur les 2 dernières minutes, on a trébuché. Ouais. Yoann, juste après le match, on en a parlé sur l'antenne, t'étais pas inquiet de la belle prestation du Racing, toi tu l'avais trouvé plutôt satisfaisante. Ouais, ils font une première mi-temps qui est correcte, ils dominent, ils sont dominateurs dans les contacts, ils ont la possession. Le retour de mi-temps est super bon, je trouve assez avec plein d'appétit. Comme dit Laurent, il concrétise pas, mais on voit un Gaël Fickou qui a été omniprésent durant toute la deuxième mi-temps. J'ai trouvé les débuts d'Owen Farrell très bons aussi, et dans sa gestion comme on l'attend, sobre, pragmatique. Après 2-3 choix bien sûr, mais parce que ça peut pas être parfait. Et on n'oublie pas, on est très exigeant, mais c'est que la première rencontre, un déplacement périlleux à Castres, c'est jamais évident. Et ils ramènent quelque chose, donc c'est sûr qu'ils sont frustrés, mais dans la globalité, il y a de quoi construire. Ouais, Philippe, question pour Laurent Travers, président du Racing 92, qui est avec nous en direct sur Sud Radio. Alors ouais, pas de question, mais une analyse en revenant sur ce qu'on a dit samedi à chaud après le match. C'est vrai que malgré le scénario du match qui peut laisser des regrets, moi j'ai été agréablement surpris par le caractère collectif de cette équipe du Racing, ce qui leur a parfois manqué à des moments la saison dernière, cette capacité de revenir parce que, comme le disait Yoann, en deuxième mi-temps, il y a un petit trou d'air où il manque de réalisme et puis ils arrivent à revenir. Donc ce caractère collectif, je trouve qu'il a été à souligner. Et puis au-delà de ça, la capacité de cette équipe à être en place malgré quelques scories. Mais pour le premier match, j'ai trouvé une équipe en forme avec des vrais repères collectifs et je trouve que c'est rare si tôt dans la saison. Donc j'y vois plutôt des points de satisfaction au-delà du résultat. Je ne sais pas si Laurent est d'accord avec ça. 31-28, on rappelle le score. Ce match, ils doivent le gagner. Il y a juste ce coup d'envoi. Tout le monde se dit ils vont prendre le ballon, ils vont taper en touche ou ils vont taper loin devant. Ouais. Voilà, sincèrement, alors le résultat est pas favorable, mais si c'est que ce petit détail-là, c'est réglable. Et c'est les chats noirs du CO. Ils étaient sur 5 victoires consécutives, toutes rencontres confondues face à Castres. Oui, non, après, ce qu'il y a de sûr, c'est que quand on voit, vous l'avez très très bien résumé, quand on voit
si on fait l'analyse un peu de l'ensemble de la rencontre, la conquête est positive, le côté défensif avait été positif sur ce dernier lancement, enfin le dernier ballon récupéré. On s'aperçoit que la possession est présente, que le pourcentage de réussite est très bon, donc c'est de bon augure pour la suite. Et ce qu'il y a de sûr, c'est que c'est ce genre de rencontres qui peuvent être importantes à la fin. Pourquoi ? Parce que vous savez très bien que c'est un match que vous devez gagner. Et donc on sait aussi qu'à la fin, ça peut se jouer 1 ou 2 points ou 3 points. Et que ce match-là, mais voilà, ça... Voire au goal average particulier, comme l'an dernier. Oui, ça met de la frustration parce que vous l'avez à portée de main. Mais encore une fois, je le dis très clairement, le Castres Olympique a fait ce qu'il fallait pour le remporter. Ils y sont arrivés. Et donc, c'est aussi bravo parce qu'à la 79e, quand vous êtes marqué, que vous prenez cet essai alors il reste 3 minutes et que l'équipe est revenue, a su faire ce qu'il fallait, et bien eux, ils ont su trouver l'énergie, ils ont su trouver la ressource pour pouvoir scorer derrière. Donc, il faut aussi savoir féliciter l'adversaire. Oui, réception de Clermont ce week-end. Vous recevez le leader, même si c'est la 2e journée. Oui, et puis on sait que Clermont, mais malgré qu'il y ait 10-7 à la mi-temps, quand on voit la prestation de la 2e mi-temps avec des conditions météo pas top, et ils ont su vraiment scorer et prendre vraiment l'ascendant sur l'équipe de Pau. On sait très bien comment recevoir une équipe qui actuellement se retrouve dans une situation vraiment de confiance et en ayant envie justement de faire ce qu'il faut pour nous faire trébucher. Donc mais ça sera tous les week-ends, comme je l'ai dit, pour le top 14. C'est un top 14 où chaque match va être acharné. Chaque match, chaque équipe est capable de créer une surprise. Et donc, c'est à nous de rester concentrés, lucides sur ce que notre jeu, notre façon de travailler tout au long de la semaine, de préparer nos matchs et qui fait qu'à un moment, ça paye. Yoann Huget pour Laurent Travers. Non, j'avais juste une dernière question concernant la gestion d'Owen Farrell qui arrive dans ce nouveau championnat. Est-ce qu'il y a une gestion particulière ? Et je ne sais pas s'il reprend la sélection ou pas ou s'il arrête complètement. Non, il arrête. Non, là aussi, ça a été, bien sûr, c'est un choix. Non, on ne sait jamais. Non, mais après, ce qu'il y a de sûr, c'est que pour lui, ça a été... il a voulu se mettre un banc de fraîcheur en changeant de championnat, en changeant aussi de pays, mais en décidant d'être beaucoup plus disponible pour le club et disponible pour sa famille. Et je pense que quand il a pris le temps de prendre la mesure, de se renseigner, que ça soit auprès de certains joueurs anglais qui sont venus dans le championnat français, mais aussi d'autres sélectionnés comme Johnny Sexton, ainsi de suite, de se renseigner qu'est-ce qu'il avait fait en arrivant ou qu'est-ce il aurait dû faire alors qu'il ne l'avait pas fait. Ça prouve qu'il n'a qu'une envie, c'est de vite y arriver. Et je peux vous dire que dans ses attitudes, dans son façon de faire, je peux vous dire qu'on voit quelqu'un qui a envie de réussir et d'amener quelque chose de positif au Racing 92. Oui, il était bien accueilli à Castres. Bel accueil pour un premier match. Oui, mais c'est ce qu'il voulait aussi. Et en quelque part, cette ferveur qu'il y a dans les stades, et on en a parlé, il dit, on voit que le championnat français, il y a du monde dans les stades, il y a du monde devant la télévision et devant les radios, ainsi de suite, et qui écoutent. Et il dit, voilà, c'est cette ferveur que je voulais aussi, que je suis venu chercher. Et après, voilà, c'est normal. Les gens aiment leur club et défendent leur club. Donc, après, je peux vous dire une chose, c'est que quand je vois le monde de personnes qui lui demandaient des photos et des autographes à la fin du match, ils l'ont peut-être sifflé, mais c'était les premiers à venir leur lui demander une signature. Donc, c'est souvent ça. Il a connu ça aussi, Philippe. Ouais, à Buenos Aires, mais j'avais Toto comme garde du corps avec l'Alouette chez Barnes. Exact. Philippe, un petit mot de la fin peut-être avec Laurent et on doit tourner là pour justement recevoir. Non, je voulais rebondir sur Owen Farrell. Bon voilà, on sait que ce qu'on attend d'un joueur comme ça, c'est sur le terrain et en dehors, mais Laurent y a répondu par son attitude. Voilà, je pense qu'il montre que c'est le grand champion que le Racing attendait et je vous souhaite qu'il soit à la hauteur des attentes. Voilà, c'est tout.
On le souhaite et on le verra dès samedi, bien sûr. On l'écoutera sur Sud Radio. Ça sera dans le multi samedi après-midi, puisqu'on suit bien sûr tout le top 14. En plus de la Pro D2, on est gâté sur Sud Radio. On est gâté aussi d'avoir eu Laurent Travers ce soir, le président du Racing 92, pour nous expliquer ce début de saison des Ciels et Blancs. Merci Laurent. Merci à vous. À très bientôt. Et vive le rugby. Salut Toto. Ouais. Merci Laurent. Allez, Merci. dans un instant, on reste toujours en ciel et blanc. On va parler de Bayonne avec Camille Lopez qui va être notre invité. Et puis vous qui nous appelez au 0826 300 300. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. 1 heure, François Trio. Un surnombre sur les extérieurs, mais Baptiste Germain, comme tout à l'heure, préfère laisser jouer les gros avec Tevica. Tatafou, il avance pas, on va renverser, on va jouer sur le côté fermé avec Camille Lopez. La fin de Camille Lopez et l'essai du demi d'ouverture de l'aviron bayonnais. Camille Lopez qui marque le deuxième essai pour les Bayonnais. Magnifique feinte de la part du demi d'ouverture. Il a réussi à trouver un trou de souris dans la défense catalane. Il inscrit 7 essais, 16 pour Perpignan, 12 pour l'aviron bayonnais avant la transformation de Camille Lopez. Il a fait frissonner les auditeurs Sud Radio, les amateurs de rugby samedi sur Sud Radio. Il est avec nous en direct ce soir dans les vraies voix du rugby. C'est Camille Lopez. Bonsoir Camille. Bonsoir. Merci d'être avec nous en direct, de nous faire l'amitié d'être avec nous, avec Yohan Huget, que vous avez bien croisé en équipe de France, avec Philippe Spanghero, et également avec Léo de Bayonne, un auditeur et sans doute supporter de l'Aviron. Bonsoir Léo. Ouais, Léo, il est pour l'instant. Il est pas là. Il est pas là. Il est à la buvette ou au contrôle antidopage. Bon, Camille. Je suis là. Bonsoir Léo, merci d'être avec nous. Vous êtes bien supporter de l'Aviron, on est d'accord. Bon, super. Bon. Camille Lopez, 35 ans, 27 ou 28 sélections, Camille. J'ai un petit doute. J'ai vu 28. Voilà. Bon, ben super. Et en tout cas, très heureux d'être avec vous et avec toi pour cette saison qui a bien démarré, cet essai. Moi, j'ai vu une joie démonstrative de Camille Lopez. J'avais l'impression que, enfin, c'était assez rare, non, de te voir aussi content après un essai. Ouais, c'est tellement rare que ça m'arrive rarement de passer dans le but, donc écoute, vu le contexte du match, on était derrière au score, on était un peu dans le dur, donc ça nous a permis de recoller un peu, donc ça nous a fait du bien. Ouais, victoire 21-19, on le rappelle, et comme un symbole, on va dire que c'est Joris Segond qui a donné la victoire. Joris Segond, il est là un peu pour préparer l'après Camille Lopez, parce que normalement c'est peut-être ta dernière saison. C'est ta dernière ou il y a un peut-être? Il y a toujours, on ne sait jamais dire jamais, mais non, je suis parti en me disant que c'était ma dernière, parce qu'au bout d'un moment il faut savoir s'arrêter au bon moment aussi, donc voilà. Non, mais c'est très bien que Joris n'est pas là que pour préparer l'avenir, il est pour préparer l'instant aussi. Et il a démontré très bien samedi que c'était quelqu'un de maintenant et pas que du futur. Ouais, Yohan, tu es un nouveau partenaire, un futur partenaire de marathon là, avec Camille marathon, qui va. paddle, il va être, on va le prendre sous le coude un peu, il va être bien. Ouais, paddle, ouais, mais marathon, non. Faut faire attention, Camille, hein, avec, sinon, tu sais, ça va vite après, hein, dans l'autre sens. Je sais bien. Sinon, il y a le marathon des leveurs de coude à Saint-Germain, mais c'est peut-être celui-là plus vite que le vrai avec la huge. Ouais, on va commencer par celui-là d'abord, je pense. Ouais. Tiens, on va donner la parole à Léo qui est avec nous, supporter de l'Aviron. Est-ce que tu as été convaincu, Léo, par les débuts de ton équipe de cœur, qu'il a emporté quand même limite sur le fil, 21-19? Ouais, très soulagé. Du coup, vu que j'ai quand même mis en direct, merci à lui et toute l'équipe quand même déjà pour cette première victoire, parce que franchement, quand on voit la densité de ce top 14, commencer par une victoire, ça fait toujours évidemment du bien pour la confiance et puis aussi comptablement. Donc oui, le mot c'est surtout soulagé, et je pense que la réaction de Camille le montre. On sait que ce championnat est de plus en plus compliqué, de plus en plus serré. Perpignan en plus c'est une grosse équipe, c'est toujours des matchs très serrés à Jean Daugé, donc très soulagé. Oui, après voilà, c'est une J1, il y a évidemment toujours des choses à améliorer, mais en tout cas dans l'état d'esprit et surtout la dernière séquence défensive qui est absolument incroyable, va falloir s'appuyer sur ça et on pourra faire de belles choses cette année. Bon, il était au débrief, Léo, non, Camille? Il était avec vous ce matin à l'entraînement. C'est parti du staff. Ouais, je crois qu'il a très bien résumé, tout est dit. Est-ce que, Camille, toi, tu sens l'Aviron plus fort que l'an dernier? Ouais, plus fort, je sais pas. Du moins, on va le voir avec les résultats. Ça, on peut rien dire encore parce que c'est trop tôt. On a joué qu'un match, mais c'est sûr que l'Aviron se construit et forcément que le recrutement qu'a fait le club
est intéressant, et je pense que c'est l'effectif le plus entre guillemets qualitatif, j'ai envie de dire, sur le papier du moins, que l'Aviron n'a jamais connu. Donc forcément que maintenant, après, il faut le transcrire sur le terrain. Johan. Moi, j'avais une question sur leur objectif. Sachant que vous n'avez pas la Champions Cup, vous allez vous consacrer uniquement sur le top 14. Est-ce que les objectifs sont clairement définis, ou c'est 8e place, on fait un peu le dos rond et on laisse venir? Notre président l'a affirmé, nous l'a demandé dans ce sens, c'est que oui, on n'aura pas la grande Coupe d'Europe, mais on va viser une qualification, on va jouer la compétition. Donc le but, c'est que voilà, on soit compétitif sur les deux championnats. Après, je vais pas vous l'inventer à vous le connaissez aussi bien que moi, le championnat. Vous savez très bien que voilà, le top 14, comme l'a dit Léo juste avant, c'est de plus en plus compliqué, mais on va pas pouvoir se permettre. Voilà, je crois que le club essaye de grandir, a fait un recrutement pour pouvoir avoir un peu plus de rotation et que ça nous permette justement de jouer ces deux compétitions. Donc on va essayer de se qualifier en challenge et on va essayer de viser le top 8 en top 14. Maintenant, c'est des phrases c'est facile à dire, mais plus dur à réaliser. Elles sont enregistrées. Philippe Spanghero pour Camille Lopez, notre invité. On parle de l'Aviron bayonnais dans les vraies voix du rugby. Alors Camille, d'abord bravo parce que la façon dont tu parles de l'arrivée de ton concurrent quand même, Joris Segon, c'est quand même très élégant, et puis ça montre une émulation très positive, donc c'est de bon augure pour le vestiaire et le collectif bayonnais. Mais ma question c'est la même que celle que j'ai posée à Philippe Taïeb samedi, c'est-à-dire que on est habitué, on commence à être habitué à des scénarios quand même assez improbables du côté de l'Aviron, où vous êtes mené au score jusqu'à la 70e, 75e minute. Donc vous jouez quand même beaucoup à vous faire peur. Est-ce qu'il y a une explication à ça? Comment t'expliques que vous soyez à ce point en réaction? Je sais pas si on est en réaction, mais c'est surtout je pense qu'on manque de maîtrise sur des choses qui sont assez simples. Je pense que après, je veux pas, il y a rien d'alarmant, il y a rien de truc, mais ça reste un premier match aussi. C'est souvent brouillon. On sait que les premiers matchs c'est un peu compliqué. Mais c'est sûr qu'on a connu sur ces 2 dernières saisons des scénarios un peu comme tu l'as dit, un peu où on se fait peur et on gagne à la fin, mais bon, jusqu'au jour où ça passera plus. Donc après voilà, c'est un début de saison, c'est une nouvelle saison, c'est un nouveau groupe. Voilà, il y a des réglages à faire, ça c'est clair. On a été très brouillon, très indiscipliné samedi. Après voilà, comme on le dit tous les week-ends, voilà, je crois que Perpignan est une belle équipe. On va jouer que des belles équipes. Ils ont surfé sur la dynamique de la saison dernière, donc on savait que voilà, ça allait être compliqué, mais voilà, l'important c'est que c'est gagné, et j'ai envie de dire c'était le plus important samedi pour commencer le championnat, parce que sinon on l'aurait traîné comme un boulet. Bayonne qui ira à Pau chez le voisin samedi prochain. Question de Léo, supporter de Bayonne, auditeur Sud Radio, à Camille Lopez, le joueur emblématique de l'Aviron. Ouais, alors la question là qui pourrait me venir, ce serait évidemment déjà, j'espère comment se passe, on va dire, la préparation pour ce match contre Pau. On sait que c'est toujours des matchs particuliers contre nos voisins béarnais, donc c'est des matchs spéciaux. En plus, eux, ils ont commencé pas aussi bien que nous, et ils auront forcément à cœur de se rattraper devant leur public. Donc comment on aborde ce match, et est-ce que voilà, cette préparation se passe bien? Et je t'avais entendu ton discours en fin de match qu'on y allait avec la même intensité défensive de la dernière action pour aller essayer de faire s'imposer à Pau. Donc voilà, comment se passe la prépa et dans quel état d'esprit vous allez y aller? C'est comme forcément que comme je l'ai dit à la fin du match, c'est sûr que cette dernière action défensive, il faut qu'on s'en serve. Voilà, il faut que ça soit notre socle, parce que voilà, on sait que c'est primordial en top 14 d'avoir une défense de fer. Maintenant voilà, on va se déplacer chez notre voisin palois. On va y aller avec l'ambition de gagner. De toute façon, on va jouer tous les matchs pour les gagner, et après on y verra ce qu'on y fera, mais l'ambition de l'équipe, ça sera d'aller gagner à Pau, forcément. Et on sait qu'ils seront prêts. Ça va être leur premier match à la maison. Ils ont, comme leur a dit l'entraîneur, ils ont pris une claque à Clermont samedi.
Donc forcément que voilà, samedi ils seront prêts, mais voilà, nous on a tout à y gagner, donc voilà, j'espère qu'on va surfer, comme je dis, sur cette dernière action défensive qu'on a faite, et il faut que ça nous reste et ça va nous servir pour le match de samedi. Déplacement à Pau, Camille, est-ce que tu as proposé au coach une mise au vert à Moléon ? Non, du tout. Non, on va pas se rajouter un passage par Moléon. Non, on va aller tranquillement à Pau. Au retour, si on gagne, pourquoi pas. Tu t'es toujours attaché à ton club formateur. Tu arrives à aller voir les matchs des équipes, des jeunes ou des équipes premières. Comment tu vis encore ce lien avec ta ville ? Il va peut-être finir une saison là-bas, qui sait ? Non, Camille ? Ouais, non, je finirai pas là-bas. Aller les voir jouer, ça me va très bien, mais entraîner peut-être. Ouais, on sait pas, mais ça on verra plus tard. Mais non, jouer, c'est sûr que non. Voilà, tu es un joueur d'expérience. Tu vois aussi les jeunes qui montent dans l'effectif bayonnais. Est-ce que il y a des joueurs que peut-être nous, avec notre œil moins averti, on connaît moins et que peut-être tu as envie de mettre en valeur? On parle beaucoup de Tatafou, dont on voit auquel on prédit un avenir international. Est-ce qu'il y a d'autres joueurs que tu as envie de mettre en valeur ce soir? Ouais, des joueurs. Forcément, on a la chance d'avoir quand même une formation et qui travaille bien et qui a toujours fait parler d'elle, et forcément qu'on a des joueurs qui sont hyper intéressants, et voilà, je crois que tu t'évites forcément mais j'ai envie de dire, c'est même plus un jeune, que voilà, c'est devenu un joueur quasiment, voilà, on parle même pas d'un jeune, même si ça l'est. Voilà, non, forcément que derrière on a des joueurs, parce qu'on en sort un peu plus derrière, mais que des avants chez nous, mais c'est des voilà, je pense à Johan Orabé, Tom Spring, Sean Mousquet, voilà, c'est Arnaud Herbiner-Tégaray, c'est des jeunes de chez nous qui ont de très très grandes qualités rugbystiques et qui sont en train de démontrer, qui sont en train de faire leur trou petit à petit, et c'est tant mieux pour l'Aviron. Philippe Spanghero pour Camille Lopez, peut-être une petite question pour terminer avant de libérer Camille. Non, pas de question, mais une remarque, c'est vrai qu'il le disait tout à l'heure, je pense que dans la densité, dans la profondeur de banc, peut-être que Bayonne n'a jamais été aussi armé. Et puis, comme le disait Johan aussi, le fait de plus jouer la Champions Cup, en effet, c'est une nouvelle saison, mais vous avez quand même tiré des enseignements de ce qui s'est passé la saison dernière, des plumes que vous avez pu laisser en essayant de jouer sur les deux tableaux. Donc, j'imagine qu'il y a quand même une approche assez différente cette année. Ouais, c'est clair, hein, forcément que l'année dernière on a eu la chance de découvrir la Champions Cup, donc c'est quelque chose d'incroyable pour le club, pour les joueurs, pour le vécu du groupe qui était l'an dernier. On rappelle match nul au Munster lors de la première journée. C'est ça. Mais voilà, maintenant c'est sûr que je pense que c'est pas encore notre monde actuel. S'il faut rester les pieds sur terre aussi, mais c'est en jouant contre les grands et dans la cour des grands que t'apprends, et que c'est le mieux. Donc forcément que quand tu as goûté, t'as envie d'y retourner. Donc l'objectif de cette année, c'est de pouvoir raccrocher ces places-là pour se frotter aux grands et pouvoir année après année, se construire et essayer d'y rester le plus longtemps possible pour essayer de vivre de belles choses. Un dernier mot quand même sur la prépa physique, c'est un début de saison, voilà, il y a souvent des longues préparations. Tu adores ça en plus, Camille. Ah ouais, Camille, voilà. Sur une échelle, si on devait classer un peu les préparateurs physiques entre celui que tu as connu à tes débuts, qui était Ludovic Lousteau à l'UBB, et aujourd'hui, c'est qui ceux qui t'ont le plus torturé? Ouais, mais après aujourd'hui c'est sûr que c'est un domaine que j'affectionne pas le plus, mais c'est un passage obligé, comme j'ai dit tout au long de ma carrière, c'est obligatoire, c'est nécessaire. Et non, forcément qu'aujourd'hui je les encaisse mieux qu'auparavant, mais et c'est différent aussi. Je crois qu'il y a 15 ans de ça, quand j'ai commencé à Bordeaux, on faisait des choses, voilà, il y a certaines pratiques ont évolué dans ce sens-là aussi, mais je pense que les moments les plus durs que j'ai vécu, ouais, c'est forcément quand je suis arrivé de Montlion à Bordeaux et que je faisais strictement rien sur la préparation physique avant. Forcément que Ludo m'a fait passer de vilains moments, mais voilà, aujourd'hui je lui en suis reconnaissant parce que voilà, c'est lui qui m'a permis de
de mettre les pieds dans ce monde de pro et de le faire bien comme il faut. Et ton association avec Baptiste ce week-end, qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus, du jeune moins jeune Toulousain en provenance de Bayonne? Ça a été un premier match pour lui, le truc. Après, je pense qu'il était un peu stressé aussi. Je pense que ça même s'il a un peu d'expérience, ça reste un jeune joueur. Et non, mais pour nous, c'est forcément c'est un joueur qui est pétri de qualité. Voilà, il nous l'a démontré sur les matchs amicaux et sur les entraînements. Voilà, techniquement, il est très intéressant. Donc forcément, qu'il va nous amener voilà ce qu'il sait faire et ce qu'il a vécu aussi, l'expérience qu'il a vécue au Stade Toulousain. Je pense que voilà, ça peut nous faire que du bien. Donc forcément, qu'il va nous apporter beaucoup. Dernière question, tiens, allez, Quentin, parce que le calendrier est particulier pour l'Aviron. Ouais, il y aura un match le week-end du 12 et 13 octobre du côté de San Sebastián en Espagne. C'est encore une délocalisation, c'est la 3e en 3 ans. Pour l'instant, il y avait eu 2 défaites pour l'Aviron bayonnais. Vous les vivez comment, vous, ces matchs délocalisés, quand on sait que du côté de Bayonne, vous perdez très rarement à domicile habituellement? Ouais, non, c'est toujours, Johan a eu la chance de gagner là-bas, moi non, malheureusement encore, mais non, c'est toujours des moments particuliers pour nous, pour les joueurs. On a la chance de vivre des moments forts quand même dans un stade magnifique, donc même si on a connu 2 défaites, on est content d'y retourner parce que voilà, c'est des matchs particuliers dans un stade comme je l'ai dit magnifique, donc voilà, on a hâte d'y retourner et j'espère qu'on fera mieux que les 2 années précédentes et qu'on jouera un peu le sort pour que revivre de bons moments. On fera mentir les stats. Voilà, on vous le souhaite en tout cas. Merci Camille Lopez d'avoir été avec nous en direct sur Sud Radio. Grand plaisir de t'avoir eu et surtout bonne saison et continue, j'imagine, à faire vibrer Léo qui était avec nous, supporter de Bayonne et qui aime bien les scénarios à suspense comme l'Aviron le réserve devant son public. Merci Léo et merci Camille. À très bientôt. On se retrouve dans un instant pour parler du Castres Olympique. Voilà qu'il a emporté sur le fil avec notamment son demi-de-mêlée Jérémy Fernandez qui est avec nous. Il est tarné, il sera là dans quelques secondes avec vous bien sûr au 0826 300 300 sur Sud Radio, les vraies voix du rugby. Sud Radio. Sud Radio, parlons. 1h, François Trio. C'est votre rendez-vous rugby chaque lundi et chaque samedi bien sûr et tous les week-ends. On vibre au son du top 14 de la Pro D2 dès le vendredi, mais au son du top 14. Ça, c'était samedi dernier sur l'antenne de Sud Radio. Écoutez, c'était Rémi Mességué. Mbadiang l'essai de Christian Mbadiang pour le Castres Olympique. L'essai de Christian Mbadiang pour le Castres Olympique qui va venir, lui qui avait fait son retour après être sorti, il va venir offrir la victoire au Castres Olympique. Il reste 10 secondes au chrono et Christian Mbadiang, le Camerounais, qui va marquer cet essai en coin et donc offrir la victoire. Castres mène 31-28 et la sirène retentit à l'instant. Il n'y aura plus que la transformation à taper. Et on l'a vécu bien sûr en direct, on a vibré avec Yohan Uget, avec Philippe Spanghero et surtout sur le terrain pour Jérémy Fernandez, demi-de-mêlée du Castres Olympique qui est avec nous en direct. Bonsoir Jérémy. Bonsoir à tous. Merci. Comment vous l'avez vécu, vous, ces dernières secondes? Vous étiez mené 28-26. Le Racing avait réussi à, on va dire, inverser la tendance. Et là, il y a eu ce changement, ce renversement de Botitou. Comment vous l'avez vécu? Ouais, j'étais sorti, j'étais sur le bord et honnêtement, quand t'es sur le bord, c'est très dur à vivre parce que tu peux rien faire. Et honnêtement, à 2 minutes de la fin, on se dit que c'est fini. Et voilà, comme on l'a très bien entendu auparavant, c'est un éclair de génie qui nous fait gagner ce match. Alors on passe de la tristesse parce qu'on se dit c'est pas possible de perdre un match quand tu le tiens à 10 minutes de la fin avec 10 points d'avance, à te retrouver derrière. Et puis tu te retrouves dans une émotion où tu te dis le début de la saison il est parfait parce que tu gagnes à la maison contre le Racing qui est une très grosse équipe. Donc honnêtement, mentalement, c'est beaucoup d'émotions, mais on est très heureux quand même de la victoire, quoi. L'ascenseur émotionnel dès la première journée, Yohan, on a vu quand même, et Jérémy en parlait de cet renversement, c'est quand même un ailier supersonique que les amateurs de Pro D2 connaissaient, mais là on l'a vu en top 14, il est déjà au niveau, hein, c'est Mbadiang. Oui, il est au niveau depuis 2-3 ans maintenant ce garçon avec quelques inconstances, mais là on l'a vu assez
assez constant durant tout le match avec un très beau sauvetage et derrière il offre la victoire au Castré, mais très bon en défense aussi. Il est très complet comme joueur et je voulais savoir comment il s'était intégré, comment il est arrivé de Nevers dans ce groupe Castré qui est assez ouvert mais fermé à la fois parce qu'il y a très peu d'arrivées. Donc c'est pour savoir comment vous l'avez accueilli pour qu'il s'intègre aussi vite et qu'il soit aussi performant d'entrée, Jérémy. Pour répondre à ça, je vais te dire qu'à Castres, on a l'habitude de dire que c'est un esprit très famille, très convivial parce qu'on est une petite ville. Donc voilà, on essaie d'intégrer au mieux les joueurs qui arrivent. Comme tu l'as dit, il n'y en a pas beaucoup chaque année. Donc on essaie de les accueillir au mieux pour qu'ils se sentent très vite à l'aise. Et Christian, comme toutes les recrues, que je citerai pas bien sûr, mais qui est arrivé, c'est très bien intégré. C'est un joueur très travailleur, très discret parce que voilà, c'est sa personnalité je pense, mais quand t'as un joueur comme ça qui s'intègre au mieux on va dire et qui te fait gagner la première journée, je pense qu'on peut pas rêver mieux pour une recrue quoi. Philippe. Ouais, bonsoir Jérémy, bravo d'abord. Et comme pour Camille Lopez avant, Bayonne et vous habituez quand même les observateurs au scénario un peu compliqué. Vous avez un peu la même typologie de rencontres à domicile, et puis particulièrement contre le Racing, qui était un peu votre bête noire ces dernières saisons. Ma question, elle est simple, c'est est-ce que finalement, avec cette victoire, on fait mieux son autocritique, on peut être finalement aussi plus dur, parce que tu le disais, c'est vrai que c'est difficile d'imaginer cette rencontre vous avoir échappé à 10 minutes de la fin, on sentait vraiment votre même mise sur ce match. Donc est-ce que vous avez pu débriefer ça, et puis se servir de la victoire aussi pour faire une analyse à froid qui pique un peu? Ouais, bonsoir. On a pu faire cette analyse, comme tu l'as dit, un peu plus dans la sérénité parce que voilà, t'as gagné. Mais l'année dernière, on est ressorti de ce match, on avait perdu d'un point. Et le constat était le même, c'est qu'on est trop irrégulier, on donne un peu trop de points faciles, on va dire, aux adversaires parce que le Racing est une équipe très très dure avec des très grandes stars, mais sur ce match-là, je pense qu'on leur a donné beaucoup, même si, comme on l'a vu sur les dernières actions, ils sont capables de traverser le terrain à tout moment. Mais je pense que jusqu'à aller à l'heure de jeu, on était plutôt dans le match, on tenait notre partie, et puis on s'est sabordé tout seul, sachant qu'on peut marquer des points bien avant. Bon, il y a un essai refusé quand même sur un en avant de Ficou, mais la critique est la même, quoi. C'est bien sûr, c'est bien de gagner la première journée top 14, mais ce qui en faut en découler, c'est que voilà, on est un peu trop imprécis, indiscipliné dans des zones critiques. On prend 2 cartons jaunes, si je dis pas de bêtises. Et donc voilà, le constat, comme tu le dis, il est plus facile à faire, mais il reste quand même dur parce que voilà, là ça passe, mais je pense que dans les matchs à venir, ça risque de pas passer. Oui, et pour toi, c'est aussi, on va dire, une saison qui débute bien quand on est castré, quand on a un produit, on va dire, du Tarn, comme toi. Mazamétain. Ouais, Mazamétain, certes, mais quand même, c'est quoi? C'est ta 16e saison, Jérémy, à Castres? Ouais, c'est ma 16e saison là actuellement. Et j'imagine que voilà, c'est important de bien démarrer. Toi, t'as un attachement particulier quand même à ce club. Oui, bien sûr. Comme je l'ai entendu, bien sûr, j'ai commencé le rugby à Mazamet, formé à Mazamet. C'était Quentin Cavanis qui a un lien particulier avec Castres, c'est pour ça qui se permettait cette petite intervention. Il a mis des bonhommes qui pleuraient de joie quand il a vu dans le conducteur que c'était toi. C'est pas faux. Voilà, pardon, je t'ai coupé, Jérémy. Oui, bien sûr que voilà, ça fait toujours plaisir quand on est formé au club, de pouvoir entre guillemets, c'est récompenser le club et lui montrer qu'il a fait le bon choix de miser sur nous parce que voilà, on est beaucoup au début et très peu à l'arrivée. Là actuellement, des joueurs issus du club, il y en a plus beaucoup, donc bien sûr que nous, d'autant plus ces joueurs-là, ça nous fait plaisir quand on arrive à gagner ces matchs à domicile et bien débuter les saisons et pas courir dès le début du championnat derrière tous les points pour se maintenir au plus vite. Quentin, notre spécialiste du Castres Olympique. J'ai une question pour Jérémy. Il y a un contrat, je crois, jusqu'en 2025. Est-ce que tu envisages, toi, de faire toute ta carrière dans le même club qu'est le Castres Olympique?
Ah, ça, c'est une question difficile, ça. Il faut pas que je me trompe dans la réponse. Non, ben, comme je dis, voilà, je suis en fin de contrat cette année et toutes les opportunités sont ouvertes. Il faut rester ouvert d'esprit. Tout est possible. Alors, bien sûr, quand ça fait 16 ans qu'on est dans un club, on aimerait finir sa carrière là, mais il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte. Là, par exemple, au club, il est arrivé Paul Gédradiac, qui lui a fait 14 années à l'ASM, si je dis pas de bêtises. Et il te le dit, voilà, c'est compliqué, mais des fois, il y a des choix de carrière à faire. Donc voilà, bien sûr, tous les joueurs rêvent de rester dans un club et s'imposer, mais rien n'est figé dans le temps, donc tout est possible. Avec la possibilité d'un départ aussi d'Arata, donc ce qui te donnerait l'occasion aussi de rester si le club fait un gros effort. C'est ça que tu veux dire, Jérémy? Ouais, après, il y a la valse de tous les numéros 9, donc je vais te dire qu'il y a beaucoup de neufs sur le marché aussi, donc il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte. Tu penses être fixé quand, toi, Jérémy? Eh bien, écoute, le plus vite possible, c'est toujours le mieux pour un joueur parce que tu es souvent libéré de beaucoup de pression, parce qu'on sait qu'une blessure, ça peut arriver vite et beaucoup de choses arrivent très très vite, malheureusement, dans la vie de rugbyman. Donc voilà, si on peut être fixé au plus vite, c'est le top, mais des fois, ça prend son temps et c'est comme ça. Et rapidement, est-ce que tu as des nouvelles de Julien Dumora qui est sorti blessé? Ça parlait dans la presse de fracture à la main. Il semblerait que ce soit moins grave que ça. Est-ce que tu as eu des nouvelles, toi? Alors, je suis pas docteur et je suis pas très fort parce que des fois je dis des bêtises, mais il s'est fracturé le petit doigt à la base, donc je crois qu'il ne se fait pas opérer finalement, donc voilà, ça reste quand même une blessure assez importante, mais lorsqu'on évite l'opération, c'est toujours mieux quand même. Ouais, ça c'est vrai. On disait 16e saison, mais tu n'as que 27 ans, hein, Jérémy Fernandez. Donc c'est dire que tu es dans ce club depuis très longtemps et on te souhaite l'aviron castré aussi. Oui, mais j'imagine, ça doit être le concurrent. Merci en tout cas, Jérémy Fernandez, d'avoir été avec nous. Prochain match, c'est à Toulon, hein. Samedi, on le vivra bien sûr en direct, en intégralité sur Sud Radio, comme tout le top 14. Merci, bonne saison, merci d'avoir été avec nous en direct et merci Johan, Philippe également, Quentin, Aude également qui était au standard, et puis bien sûr tous les auditeurs passionnés de rugby qui peuvent nous appeler dans les vraies voix du rugby chaque lundi 0826 300 300. Petit clin d'œil à nos amis du foot demain 20h, les vraies voix du foot avec Philippe David notamment pour commencer la semaine foot, et puis tout de suite Jacques Pessy, les clés d'une vie. Bonne soirée.